Bonjour tout le monde. L'entrevue d'aujourd'hui avec Pierre Desrochers était supposée de se faire en 2 temps. Donc, on devait enregistrer une première partie, faire une pause, enregistrer une deuxième partie. Finalement, la discussion était tellement intéressante avec Pierre que vous connaissez peut-être via le trio économique ou avec ses publications avec l'Institut économique de Montréal, donc un géographe qui s'intéresse à toutes sortes de questions, dont la crise du logement. Ce sera le sujet du podcast d'aujourd'hui. Finalement, c'était ça. C'était tellement intéressant qu'on a eu de la misère à couper le podcast pour recommencer et faire une pause entre les deux. Donc, ça va se terminer un peu abruptement à un moment donné. Ça va faire une pause pour aujourd'hui et on va recommencer demain pour la suite des choses. Donc, manquez pas ça. Une bonne discussion avec Pierre sur la crise du logement, un sujet qui est vraiment chaud en 2023. Donc, sans plus tarder, bonne écoute. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un invité, Pierre Desrochers. On veut parler de la crise du logement. Vous le savez, c'est la faute aux capitalistes, les profiteurs qui font trop de profits, les salopards de propriétaires qui sont riches. S'ils n'étaient pas riches, vous seriez plus riches. C'est une évidence. Bon, comme on en discutait un peu avant de commencer, Pierre, je te disais que 2023 avait été marqué pas mal. Entre autres, je pense que c'est encore pire en Ontario. Ça a été l'un des sujets marquants et je pense que le gros débat au Canada est principalement focalisé dans la région de Toronto. Là, on se rappelle je me rappelle très bien d'une vidéo d'une jeune femme de 20 ans en train de pleurer dans son véhicule parce qu'elle disait qu'elle n'était pas capable de rester dans son quartier d'enfance où ses parents d'origine modeste avaient acheté une maison. Donc, la crise du logement est un sujet qui a été sur, je pense, partout, dans toutes les tribunes durant 2023, avec des explications plus ou moins convaincante. Dans un premier temps, on a dit que c'était de la faute d'Airbnb. Là, on a voulu interdire ces plateformes-là, faire toutes sortes de réglementations. Tu sais, on a passé un peu par toutes les phases. Ensuite, on nous a dit que c'était à cause des propriétaires qui étaient véreux. Et, comment ils les appelaient? Les rénovictions. Ouais, les rénovictions. Puis il y avait un autre mot, là, ils les appelaient, le gars de Québec solidaire, ils les appelaient les vampires. Ah Donc, oui, c'est à cause des vampires oui. qui sont assoiffés de profit, comme Oui. d'autres sont assoiffés de sang. Et il y a quelques semaines, ça fait quoi, 2, 3 semaines, il y a eu Les un. propriétaires sont-ils plus méchants ou moins méchants que les épiciers, Frank? Ah, ça dépend. Ça dépend de quelle échelle on prend, là. Mais tout ça s'est soldé un peu par l'espèce de documentaire politique qu'a rendu public sur son compte Twitter. Documentaire. T'as oublié les guillemets? Oui, les guillemets, c'est important. Guillemets, c'est important, les Donc guillemets. là, cette vidéo-là a été vue plusieurs millions de fois. Puis c'était sur. Moi, plein de gens m'en ont parlé, là, qui avaient vu ça passer, des gens pas nécessairement politisés. Et là, bon, il y a eu plein de journalistes qui se sont levés en nous disant c'est un ramassis de mensonges qui est là-dedans, c'est pas de la faute du gouvernement, encore moins des libéraux, parce que les libéraux, ils font jamais rien de mal. Puis là, je me suis dit, avec Pierre, on en avait déjà parlé dans le trio, mais là, ce serait le fun de faire quelque chose qu'on peut diffuser plus au grand public à la fin de l'année comme ça. Fait que j'ai envie de commencer directement en te demandant ça. T'en as pensé quoi, toi, de cette vidéo-là qui, pour plusieurs, ça a été comme un peu une genre de révélation d'un problème dont ils savaient que ça existait, mais je pense que beaucoup de gens ignoraient plein de choses qui sont parlées là-dedans, là, notamment toute la réglementation, les contrôles qui sont mis sur la construction, tout ça. Plein de gens, moi, me disaient, c'est des trucs que j'ignorais complètement, là. Ouais, moi, tu vois, mon problème, ça fait trop longtemps que je navigue dans ces eaux-là. Je suis libertarien dans un département d'urbanisme. C'est pas facile tous les jours, Non, mais c'est tu ça. vois, pour moi, ça fait 20 ans, surtout à Toronto. Je veux dire, quand je suis arrivé ici, c'était déjà difficile de se trouver un logement. Je veux dire, écoute, comme je le dis à chaque fois dans votre podcast, je suis bien payé, je me plains pas, là. Je suis un prof à l'Université de Toronto à mon niveau. Là. Je suis dans un pourcentage assez restreint en termes de revenus au pays.
Mais même pour moi, depuis le début, surtout quand je suis arrivé ici, j'avais vécu 2 ans à Montréal, puis avant ça, j'avais vécu 2 ans à Baltimore, qui est une des villes les plus abordables aux États-Unis. Ça a été un choc d'arriver à Toronto. Je me souviens la première fois, il y a une station de métro près du bord de l'eau à Mississauga, ça s'appelle Port Credit. Là. Les locaux appellent ça Port No Credit parce que c'est très cher. Là. Mais il y avait un nouveau développement. Fait que moi, je me pointe au bureau de vente puis je leur dis ouais, je viens d'être engagé par l'Université de Toronto, j'ai un bon salaire, je voudrais ci, puis ça. Ils disent c'est quoi tes revenus? J'ai dit c'est ça. Bon, ben écoute, on a peut-être un petit condo d'une chambre en haut là, dans notre projet. Là, il y a 20 ans, ça. C'était naïf. Là. Je savais que Toronto, c'était cher, mais quand je suis arrivé ici, je me disais, à banlieue, ça peut pas être si pire. Puis, en tout cas, fait que t'as pas le choix. Quand tu es dans un département d'urbanisme et que tu vis à Toronto, la question du logement depuis le début. Puis tu vois, une des raisons pour lesquelles j'ai été engagé, je présume, c'est qu'il y a certains gauchistes qui ont refusé la job parce que déjà à l'époque, Mississauga, c'était vu comme cher au Canada. Fait que les gens préféraient prendre des jobs, mettons à Kingston ou à London, là, des universités comparables, mais où tu pouvais t'acheter une maison avec une cour arrière puis élever ta famille. Moi, c'est ce que mes collègues m'ont dit. Ils disent, ouais, des fois, on fait des offres, mais on est trop cher. Puis c'était en 2003, là. Je veux dire, c'était pas... C'est rien par rapport à aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Puis le truc que tu as au Canada anglais, c'est que, juste pour te reprendre un petit peu, Frank, sur ce que tu as dit au début, c'est pas juste Toronto. Quand on se sent mal ici, on veut se comparer à Vancouver. Puis Vancouver, maintenant, tu as des jeunes professionnels qui gagnent au-dessus de 100 000 par année, qui sont obligés de vivre dans des parcs de maisons mobiles à 1 heure de Vancouver. Là. Je veux dire, ils sont encore pires que nous. Mais ça, Pierre, je pense que c'était comme connu un peu du grand public, dans le sens que moi, je me souviens, j'ai des gens dans ma famille que, bon, ils ont fait des sessions à Vancouver, par exemple, dans le cadre de leur étude, tout ça, puis j'ai toujours entendu dire, moi, que Vancouver, c'était cher. Mais je pense que le fait que ce phénomène-là, on prenne conscience que ça existe ailleurs que là, je pense que c'est un peu ça qui est venu aux oreilles du grand public. Là. Avant ça, on n'avait pas conscience que c'était aussi problématique que ça au Canada. Tu sais, toi, tu en parles parce que tu l'as vécu. Ouais. Si tu vas voir quelqu'un dans la rue à Chicoutimi, tu lui demandes, penses-tu que c'est dur de se trouver un logement à Toronto? Je ne suis pas sûr que les gens le savaient tant que ça. Tu sais. D'accord, OK. Bon, tu vois, ça fait... Comme je vous le dis à chaque fois, ça fait trop longtemps que je suis déconnecté du Québec. Là, j'ai pas de... Mais une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que pour ce qui est de ces questions-là, et j'espère qu'on va y venir plus tard, parce que tout le monde a l'impression qu'il y a une crise du logement partout au Canada, mais il y a une ville en particulier, puis je t'ai envoyé des images PowerPoint, je ne sais pas si on va y revenir tantôt, mais il y a une ville vraiment qui se démarque des autres, c'est Edmonton. Et Edmonton, maintenant, est rendu une des villes les moins chères au monde, et c'est même rendu beaucoup plus abordable que Montréal. OK. Donc, tu vois, quand on parle de la crise du logement au Canada, on parle évidemment des pires cas, mais il y a une ville qui a réussi à s'en tirer du lot. Puis honnêtement, si, comme je disais à mes étudiants, je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, la conclusion de mon cours, c'est que qu'est-ce que vous faites pour régler la question du logement dans votre cas? Ben, vous avez 2 solutions, Calgary et Edmonton à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tout le monde parle évidemment de ce qu'a fait la majorité des villes. Puis pour une des rares fois de l'histoire du Québec contemporain, peut-être depuis les années 60, Montréal, maintenant, n'est plus la grande ville la plus abordable au Canada. Et là, je parle de ville de plus d'1 million d'habitants. Là. C'est pas pour insulter Québec, là, mais bon, on parle de ville, là. Donc, le graphique, je pense, auquel tu faisais référence, Pierre, je pense que c'est lui, là, où on voit... donc, on voit Vancouver qui est en vert. Je le dis pour les gens là, qui sont... à l'audio, des fois, que ça peut être un peu obscur si on parle d'un graphique et vous entendez seulement. Là. Ça, c'est des vrais crosses de hockey, Pierre. Ça. Oui, exactement, c'est ça. Pour les gens, la ligne qui est le plus au bas, donc en orange, donc on voit qu'il y a quand même une tendance qui est plus haussière depuis 2004, là, si je lis bien le graphique, mais quand même, elle est la plus basse de toutes. Là. Elle est la plus basse de toutes et dans le contexte actuel, surtout dans le monde anglophone, j'écoutais hier un podcast de l'Institute of Economic Affairs à Londres où ils interviewaient un analyste de politique publique spécialisé du logement en Australie. Et la raison pour laquelle j'ai écouté, c'est qu'il parlait de Pierre Poilievre. On va y revenir plus tard, là, mais un des avantages de Poilievre, c'est que c'est le seul leader conservateur dans le monde anglophone qui réussit à avoir des scores intéressants avec les jeunes à cause de la question du logement. Puis les gens commencent à remarquer ça dans les autres pays anglophones. Mais c'est ça, donc... Maintenant, si tu veux, bon, pour ce qui est de la mise de fonds, puis évidemment, à Edmonton, les salaires sont meilleurs qu'à Montréal, les taxes sont moins élevées. Donc,
comme je dis à mes étudiants, écoutez, là, je comprends que vous êtes de Toronto, mais si vous êtes prêt à avoir un bloc pour partir votre auto l'hiver, là, puis vous êtes prêt à endurer des températures canadiennes, moi, si j'avais votre âge ou si toutes les universités canadiennes me faisaient une offre à l'heure actuelle, moi, c'est sûr que j'irais à l'Université de l'Alberta. Puis, je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai eu une entrevue là-bas à un moment donné, dans le passé. Enfin, ils m'ont pas retenu à l'université. OK, bon, je vais le dire pareil. L'Université d'Alberta, c'est une histoire que tu as vécue dans certains départements de géographie au Canada. Ils ont fusionné géologie puis géographie. Okay. Puis ça donnait un département où tu avais des tensions. Mais pourtant, c'est assez différent, les matières. Là. Ben oui, puis non. Tu vois, les géographes physiques, ça s'intéresse à ce qui est sur les roches. Les géologues, ça s'intéresse à ce qui est en dessous des roches. Puis évidemment, ben là, tu as les géographes humains, là, surtout. Bon, tu as des géographes économiques. On a un certain respect par les géologues, mais les autres. En tout cas, je me suis retrouvé là dans mon entrevue. Les géologues m'ont adoré. J'ai su ça qu'à la fin, ils ont tous voté pour moi. Mais j'ai eu la question à un moment donné des géographes humains. Qu'est-ce que tu penses de la géographie féministe? Et ça a l'air que mon expression faciale à ce moment-là. Envoyer le message. Non, mais à ta peu. Féministe. Oui. C'est quoi ça? C'est la parité entre les roches ou c'est... Tu t'es fait poser sérieusement une question sur la géographie féministe. Oui, ben sur les méthodes. C'était une question méthodologique, tu sais, parce que dans une entrevue, tu n'as pas juste des profs, tu as aussi des étudiants au doctorat. Puis ce que j'ai appris après coup, puis là, on parle il y a 20 ans, là, je ne sais pas comment ça s'est réglé depuis ce temps-là. Ça, c'était il y a 20 ans? Oui, ben, j'ai eu mon entrevue, là, c'était en quoi? En fait, c'était en 2001, je pense, donc ça fait 20 ans. Il y a trop de fleuves qui ont des noms d'hommes, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est justement à quel point les femmes sont opprimées, puis la géographie, ça a été une discipline historiquement patriarcale, et puis tout. Là. Oui, non, c'est... Il y avait un papier qui a... Hey, non, excusez-moi. Non, mais là, t'as peu. Non, mais tu vois, le truc de la géographie... En 2001? En 2001. Fait que ça a l'air que ouais, les étudiants en géographie humaine ne m'ont pas aimé, puis c'est ce qui m'a coûté la job éventuellement, parce que le directeur du département m'avait adoré, c'était un géologue, les géologues m'avaient adoré, le géographe économique m'aimait bien, mais disons, c'est le côté un peu plus soft de la géographie humaine, là, genre la culture, le genre, ce genre de trucs-là. Fait que, à morale de cette histoire, ils ne m'ont pas fait d'offre. Puis honnêtement, s'ils m'avaient fait une offre, j'aurais pas accepté l'offre de l'Institut économique de Montréal, puis... vous n'auriez aucune idée de qui je suis aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise chose, là, mais... En tout cas, tout ça pour dire que j'ai failli... Si j'avais pu m'empêcher d'avoir une espèce de grimace là, quand on m'a demandé mon opinion des méthodes employées en géographie féministe, je vivrais sans doute à Edmonton aujourd'hui parce que, tu vois, à l'époque, je vivais à Baltimore, puis Baltimore, je pense que je vous l'ai dit dans le passé, c'est le genre de ville où, à l'époque, je ne laissais pas ma blonde sortir par elle-même après 7 heures le soir, puis tu gardes ton portefeuille dans ta poche gauche, un 20 $ dans ta poche droite, là, comme ça, si tu as des problèmes, tu peux donner 20$, puis tu sais... laisse-moi tranquille, homie. Là. Mais c'était... Puis moi, j'arrive à Edmonton, puis les gens étaient tellement gentils, les gens me souriaient dans la rue, tout le monde me disait bonjour, tu vas à la pharmacie, tu sais. Le Taco Bell dans mon quartier à Baltimore, entre le comptoir des gens qui te servaient, puis les clients, t'avais une vitre par balle de genre 2 pouces d'épais, là. C'était avant COVID, des vrais trucs. Là. Fait, c'était le monde dans lequel j'ai vécu pendant 2 ans, puis je me retrouvais à Edmonton, puis tout le monde était gentil, me disait bonjour dans la rue, les gens souriaient, puis je me disais, ouais, tu sais quoi, Edmonton, c'est peut-être plat, Edmonton, c'est peut-être froid l'hiver, mais les gens étaient chaleureux, j'ai aimé vraiment mon expérience, je marchais dans la rue, puis j'avais pas de problème. C'était, en tout cas, fait qu'à l'époque, moi, s'il m'avait fait une offre, je l'aurais prise. Tout ça pour dire que, bon... Edmonton, c'est pas cher. Edmonton, c'est pas cher. Et c'est nouveau au point historiquement, parce qu'évidemment, même quand leur économie allait bien dans le passé, c'était plus cher qu'à Montréal, mais maintenant, il y a une autre... pauvre Frank, j'ai envoyé trop d'images, mais tu as 2 images qui sont... peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais ça, c'est quelque chose que Vincent Geloso nous avait dit, puis j'avais resté quand même assez surpris de la performance de Montréal au travers des grandes villes canadiennes en termes d'habitation. On s'en rend pas compte, mais il disait jusqu'en 2005-2006, Montréal était réellement pas cher. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a oublié comme Québécois, là, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Là. Donc, est-ce que c'est cette image-là que tu voulais que je fasse? Ben, c'est une des images, mais tu vas voir, il y en a d'autres, c'est plus des tableaux. Genre, combien d'années ça te prend pour faire ta mise de fonds à Edmonton maintenant, si tu gagnes 100 000 par année. Puis tu n'as pas besoin de la chercher, là. Montréal, maintenant, c'est genre 8 ans, Edmonton, c'est 4 ans. Et ça paraît, là. C'est jamais arrivé dans le passé. Non, le truc, ce que Montréal oublie, c'est... bon, je sais que les gens se plaignent que je parle toujours dans mon âge quand je suis sur votre podcast, mais est-ce que le nom de Jean Drapeau vous dit quelque chose? Oui. Bon, fameux maire.
Bon, tu vois, drapeau, à l'époque, il y avait du bon puis il y avait du moins bon. On ne parlera pas du stade olympique, je pense que vous l'avez fait. Le mauvais côté de drapeau, c'était que sa base électorale, vraiment, c'était les petits épiciers de quartier. Puis pendant des années, il s'opposait à l'ouverture des grandes surfaces dans le commerce à Montréal. Puis à ce niveau-là, Montréal était vraiment pas une bonne ville. Et quand Pierre Bourque et d'autres ont été élus par la suite, c'est pour ça que tu as vu genre le marché central ou d'autres, la gare Jean Talon convertie en centre d'achat. Ça n'existait pas du temps de drapeau. Mais où drapeau était très bon, c'est qu'il disait vous faites ce que vous voulez à Montréal. Alors, on a des belles maisons, ça, à rue Sherbrooke, tu avais la gang de Sauvons Montréal, sauvons nos belles maisons. Il disait non, vous voulez démolir, construire des tours, allez-y, les tours d'habitation, pas de problème. Tant que c'est pas une épicerie. C'est ça, tant que c'est pas une épicerie. Ce que Drapeau disait à l'époque, et c'était comme ça qu'il vendait Montréal par rapport à Toronto, vous faites ce que vous voulez à Montréal. Le plus bel exemple serait sans doute le ghetto McGill. Là. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à vos étudiants, mais le quartier autour de McGill, tu as des petites maisons victoriennes, puis à un moment donné, tu as le complexe La Cité, là, qui est une grande affaire qui a été construite. Ça n'aurait jamais été approuvé dans la plupart des autres grandes villes d'Amérique. Mais du temps de Drapeau, il laissait les promoteurs faire ce qu'ils voulaient. Fait que, bon, évidemment, à Montréal, à l'époque, on perdait l'élite anglophone pour Toronto, puis il y avait d'autres choses qui jouaient, mais la politique de Drapeau, c'était toujours vous construisez ce que vous voulez. Puis, on ne veut pas l'inverse de l'administration actuelle, là, où exactement, un papier de l'Institut économique de Montréal, je ne sais pas si tu avais contribué à ça d'une manière ou d'une autre, là, mais le papier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça à l'Institut qui nous montrait que c'est quoi? C'est 35 000 c'est 25 000 unités, c'est ça, je pense. Oui, 25 000 unités dont ils ont empêché la construction à Montréal pour toutes sortes de critères. Là. Il y avait même, il n'y a pas si longtemps que ça, une tour d'appartements qui devait être, qui est à l'étude actuellement pour est-ce qu'on approuve le projet de construction. Et là, il y avait des gens qui faisaient des pressions, dont la mairesse elle-même, pour qu'on limite la hauteur de la tour. Là. Parce que là, ça, c'est pas de la densification à échelle. C'est leur nouveau mot, là, la densification à échelle humaine. En anglais, ils appellent ça la gentle densification. Puis tu vois, un autre truc, ce que les gens ne réalisent pas à propos de Montréal, moi, quand je suis arrivé à Toronto, un des grands débats qu'il y avait ici dans le département d'urbanisme, c'est ce qu'ils appellent le Missing Middle Housing. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à Toronto, et puis j'écoutais les gens parler, l'analyste de Sydney hier en Australie, Sydney, c'est la même chose. Toronto, historiquement, c'est zoné pour les petites maisons ou dans certaines zones des grandes tours à étages, puis tu n'as rien entre les deux. Fait que moi, évidemment, à Montréal, quand j'étais étudiant, je vivais entre autres à Villeray, qui est un quartier que j'adorais, là, au nord de la ville, là, genre Henri Saint-Laurent, si ça dit quelque chose à vos auditeurs. Puis, tu sais, pour moi, l'idée, du côté de ma famille, ça venait de Verdun, Ville-et-Mort, ces coins-là. Fait que moi, quand j'allais visiter ma grand-mère, quand j'étais petit, vivre au 2e étage d'un truc à 3 étages, c'est juste normal, là, c'est comme ça. Moi, je pensais que toutes les villes étaient comme ça quand je suis arrivé à Toronto, parce que Baltimore est un peu comme ça aussi. C'est une ville qui a été construite dans les mêmes années, puis c'est dans le même genre d'architecture. Puis tu arrives à Toronto, puis c'est une des premières choses que j'entends, le missing middle housing. Si vous voulez dire quoi? Ben, des triplex, des duplex, des appartements comme ça. Ben oui, mais voyons. Non, puis là, tu te rends compte, à Toronto, tu n'en as pas vraiment. Le zonage à Toronto pour les maisons unifamiliales a commencé en 1914. Okay. Puis c'est le cas aussi dans plusieurs autres villes anglophones. Fait que tout ça pour dire que Montréal, densité sous drapeau, malgré tous ses défauts, puis tout ce qui a pu faire de mal pour la ville, tu voulais être un promoteur, tu construisais des immeubles, tu n'avais pas de problème, la ville ne te causait pas d'histoire, puis en même temps, le départ de l'élite anglophone, bon, puis le fait que l'économie de Montréal allait plus ou moins bien pendant des années, mais non, Montréal était, en Amérique du Nord, je me souviens, il y a 20 ans, j'avais regardé les données, tu avais peut-être Buffalo, Pittsburgh, pas sûr. Ben, Rochester dans l'État de New York, je ne sais pas si ça compte, mais tu avais genre juste 2 ou 3 villes américaines qui étaient moins chères que Montréal. Évidemment, bon, c'est moins vrai maintenant, là, mais en tout cas. Non, je m'excuse. C'est juste un bouton avec moi, ces questions-là. Non, mais Vincent nous avait dit un truc qui est à peu près semblable dans le trio il y a quelques semaines où il disait que Montréal, c'était un des endroits jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça où c'était quand même assez facile de construire, là, si tu compares à d'autres... Puis, les deux phénomènes sont corrélés ensemble. C'est un peu ça qu'on essaie d'établir depuis tantôt. Là. C'est facilité à construire, réglementation qui empêche la construction. Il y a un lien de corrélation là, entre les deux avec le prix moyen des maisons. Oui, malheureusement, on pense toujours que c'est une question d'espace. On nous dit, ouais, mais l'espace, c'est limité, l'espace, c'est limité. Mais tu sais, je veux dire, on se promène tous un peu à Montréal. Quand on lève en avion, on regarde un peu la ville, puis on n'a pas l'impression qu'il manque d'espace tant que ça. Là. Non. Il y aurait de la place. À Québec, c'est encore pire, évidemment. Là, je veux dire,
Québec, tu tombes sur des terres agricoles assez rapidement. Là. Des fois, il y a des chevreuils qui traversent l'autoroute, là, juste pour vous le rappeler. Là, fait que on reste un peu surpris, mais là, on se dit, mais Vancouver, c'est sûr, il n'y a pas de place à Vancouver. Toronto, Toronto, ça a tellement développé, c'est sûr qu'il n'y a pas de place à Toronto. C'est pas le cas. Tu sais, Vancouver, si je peux me permettre, encore une fois, dans toutes les images que j'ai envoyées à Frank, t'as pas besoin de les sortir. Mais tu vois, pourquoi est-ce que Vancouver est la ville la plus chère au Canada? Ce qui est intéressant avec Vancouver, c'est que c'était tout à fait dans les prix canadiens jusqu'à dans les années 60. Mais Vancouver, vu que c'est sa côte ouest, peut-être, tu as toujours eu un lobby vert un peu plus fort qu'ailleurs. Puis dans les années 70, ce qui faisait peur au monde, c'était la surpopulation. Puis tu sais, une fois qu'on met de l'asphalte sur nos terres agricoles, on ne pourra pas se nourrir. Ouais. Puis je ne sais pas si vous connaissez le film Soylent Green, là, puis ces genres de choses-là. Fait que Vancouver, ça a été la première ville au Canada. En fait, c'est la Colombie-Britannique, je pense que c'est la province qui l'a fait. Ils ont décidé de constituer ce qu'ils appellent une réserve agricole. Donc, c'est l'équivalent du zonage agricole au Québec. Ça a été la première province au Canada qui fait ça. Puis si tu vas autour de Vancouver, ça a été la première région au Canada où ils ont littéralement mis fin à ce qu'on appelle l'étalement urbain. Puis tant qu'à moi, c'est juste l'expansion des villes. L'expansion des Mais villes. c'est ça, ils ont fait, tu sais, on parlait la dernière fois de la ceinture verte à Toronto, là, la Green Belt. Mais Vancouver a ça depuis les années 70. Puis, un des problèmes qu'ils ont eu, c'est qu'éventuellement, ils ont changé le zonage au centre-ville. Si tu vas à Vancouver, tu as des tours à condos partout, mais dans les quartiers où tu as des maisons unifamiliales, ils ont fait des réformettes, mais qui n'ont pas vraiment encouragé les gens à densifier le tissu. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis, je me souviens quand mon livre « Sa bouffe locale » est sorti, l'Institut Fraser m'avait invité à faire un débat avec un des anciens maires de Vancouver, j'ai oublié le nom. Mais tu sais, le genre d'élite gauchiste, là, le gars, il a sa maison détachée à Vancouver, puis il a son chalet à Whistler. Puis j'ai dit à un moment donné, ben oui, mais... Fait qu'on se met à parler de la réserve agricole, évidemment. J'ai dit, ben écoute, oui, je comprends, là, mais en même temps, vous ne trouvez pas que vous étouffez vos gens ici avec le prix des maisons, puis des terres agricoles, il y en a partout ailleurs, vous pouvez importer votre bouffe. Ah non, c'est important, on ne touche pas à la ceinture verte. Mais tu sais, le genre de gars qui a déjà sa maison détachée à Vancouver puis son chalet à Whistler, là, c'est la gauche caviar dans tout ça. Lui, il n'a pas perdu d'argent avec ça, là. Non, exactement. Il y a des gens peut-être qui ont manqué ce bout-là là, quand tu es venu la dernière fois dans le trio, là, mais la Green Belt, là, je pense que c'est important là, d'y revenir pour expliquer peut-être un peu aux gens c'est quoi. Là. J'ai retenu, il y a cette image-là, je trouve, qui est quand même parlante là, dans le document que tu m'as envoyé. Là. Grosso modo, ce que les gens voient à l'écran, là, c'est tout ce qui est en vert, c'est ce qui enclave la ville. J'ai bien Et c'est une version la plus récente que ça. Moi, j'essayais d'être différent cette fois-ci. La dernière fois, je t'ai envoyé l'historique, mais ça n'allait pas jusqu'en 2017. Et puis, bon, ce que vous voyez ici, c'est la version récente parce qu'ils ont décidé en 2017 d'agrandir la ceinture verte. Je ne voulais pas dire la dernière fois parce qu'on ne peut pas tout dire. Là. Mais ils ont décidé que toutes les rivières à Toronto là, qui partent de ce qu'ils appellent en gros la Moraine, là, au nord de la ville, là, les dépôts quand les glaciers sont tirés. Puis les rivières à Toronto, entre vous et moi, c'est même pas la rivière Chaudière. Là, on s'entend que c'est des petits ruisseaux, mais ils ont décidé d'étendre la ceinture verte autour de toutes les petites rivières que vous voyez. Ça donc là, à l'est de la ville, c'est l'eau. Donc, ça va être quand même assez compliqué de construire dans l'eau. Donc, on peut pas... théoriquement, ce serait possible, là, mais disons, dans la pratique de la chose, c'est un peu compliqué. Il y a des gros saumons. Fait que là, à l'est de la ville, à l'est puis au sud-est, on ne peut pas développer parce qu'on est dans l'eau. Et tout le tour, la ville est enclavée par cette ceinture verte-là. Et ici, personne n'explique dans les médias ce que ça veut dire, là, mais tout le monde a entendu parler cette année qu'il y avait un scandale en Ontario. Doug Ford voulait ouvrir la Green Belt pour augmenter, pour qu'on permette de construire à certains endroits pour essayer de faire d'arrêter la hausse. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il voulait construire à certains endroits, mais il voulait augmenter la taille de la ceinture verte. Il a dit on va protéger d'autres zones au nord de la ceinture verte. Et souvent, ce n'est pas rapporté dans les médias parce que la taille de la ceinture verte allait augmenter avec ce qu'il proposait. Donc, il allait permettre de construire juste du côté de la ville, mais en même temps, il allait mettre d'autres zones au nord. C'était pas juste un gros redneck qui allait sortir la chinsa pour aller tout. Il déplaçait le mur, finalement. Finalement, il déplaçait le mur. C'est carrément ça. Là. Ouais. Il enlevait pas, il faisait pas comme les Allemands quand ils ont décidé de défoncer le mur puis de passer d'un bord à l'autre. Ils faisaient juste dire, regarde, on prend les briques et on les déplace un petit peu.
Oui, puis ce qui va arriver, c'est ce qu'on disait la dernière fois, parce que je ne sais pas si tu peux retourner sur la carte, mais vous voyez Guelph, un peu la tache de gris à l'ouest, là, où je vis, là. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois, je ne sais pas si vous voyez Guelph en bas à gauche, là, la tache de gris. Bon, comme je le disais la dernière fois, qu'est-ce qui arrive? Ben, petit moi, j'ai avec mon salaire, puis le salaire de ma femme, qui est bibliothécaire à l'université, encore une fois, on n'est pas pauvre, mais on n'a pas pu se trouver une maison à l'intérieur de la ceinture, fait qu'à tous les jours, ben, on traverse la ceinture verte. Mais s'il y avait eu plus de construction à l'intérieur du mur, on ne serait pas retrouvé à Guelph. Quoique, pour être franc, on est heureux ici. On est plus heureux ici qu'autour. Parce qu'une chose que je ne savais pas quand je suis arrivé à Guelph, ça a l'air qu'on est le gold standard pour la densification en Ontario. On a un maire ici, je ne t'ai pas envoyé d'image, il s'appelle Cam Guthrie, genre sa famille, des Écossais qui sont ici, qui ont fondé la famille. Sa famille est ici depuis 5 générations. Puis le gars, c'est le genre de gars, je m'imagine que c'était le clown de la classe au secondaire. C'était un bon vivant, puis tout. Puis je ne sais pas comment il a fait, mais en même temps, il a réussi à vendre la densification de la ville. Fait que ce qu'on fait ici à Guelph, tu as le droit de démolir des maisons puis construire des blocs de 5-6 étages. Puis ça a l'air qu'il y a très peu de villes qui font ça en Ontario. Moi, je ne le savais pas quand je suis arrivé ici, mais c'est une des villes où vraiment ils appliquent. Enfin, si tu cherches apparemment des exemples de densification en Ontario, viens à Guelph, c'est dans mon quartier. Il y a des bungalows qui avaient des terrains énormes, mais qui n'étaient pas si intéressants. Puis lui, il s'est arrangé pour qu'on dézone, puis qu'on densifie. Puis, en tout cas, non, oui. Alors qu'au Québec, par exemple, une des seules choses qu'on voit de ce type-là, c'est on détruit un promoteur, par exemple, achète un vieux bungalow, un vieux cottage, le détruit et fait un jumelé dessus. Ouais. En général, c'est à peu près ce qui est permis par la réglementation. Même, j'ai appris, moi, quand je magasinais des maisons, que même ils essaient de trouver des manières, des fois un peu, comment je dirais ça, un peu originales de bypasser le zonage, par exemple, avec ce qu'on appelle les propriétés indivises. Là. En gros, ça veut dire que tu es sur un terrain, tu n'as pas le droit de faire un jumelé dessus. Fait qu'ils font un jumelé, mais tout le monde est propriétaire de 50% de l'entièreté de la bâtisse et non chacun de son bord. Tu me niaises-tu, là? Non, je te niaise pas, ça existe pour de vrai. Ça s'appelle une propriété indivise. Hey, je veux rien savoir d'acheter ça. Là. Ben non, tu veux rien savoir d'acheter ça. Parce en gros, ça veut dire que si lui, l'autre bord, sa maison, son bord est dégueulasse, ben toi aussi, tu es propriétaire de la moitié de son bord, d'une certaine manière. Man, le chiard administratif, c'est ça. Mais ce truc-là, vous comprenez qu'il a été pensé juste pour bypasser une réglementation de zonage qui devait interdire probablement la construction d'un duplex ou d'un triplex ou d'un jumelé sur ces terrains-là. Là. Mais tu sais, moi, c'est un peu l'impression que j'avais. À chaque fois qu'on parle de ça, j'ai l'impression que nos problèmes sont à 100% auto-infligés. Ben oui. Tu sais, tu te dis, si on était sur une petite île miniature avec pas de... Tu sais, un moment donné, tu te dis, ben je sais pas moi, en République dominicaine, un moment donné, si tu remplis l'île au complet de maisons, tu peux plus agrandir, tu es limité. Hey, écoute, Frank, j'ai fait le saut l'autre jour. Je me suis ramassé. Je voulais aller dans le coin de Saint-Augustin à Radio Pirate. Puis j'ai manqué ma sortie. Puis tout ça, je me suis ramassé sur Amel. Je dis, ça passe aussi, j'ai le temps, je vais passer sur Amel. Christy, c'est agricole là, entre Saint-Augustin et Québec sur Amel. Il n'y aurait absolument rien là. Tu passes à côté d'une méga pépinière. Après ça, tu as des. Tiens, un moment donné, j'étais là, je dis, vas-tu fesser une vache? Là? Je dis, on est sur le bord de ça. T'sais. Là, tu es là, tu te dis, hey, puis là, c'est sans parler des terres des Sœurs de la Charité qui font une nouvelle de temps en temps. Des terres immenses dans le coin de Beauport ou de Charlebourg, je me rappelle jamais. Beauport, ouais. Christy, qu'est-ce qu'on fait là? Je ne comprends pas. Ne pas me faire à croire que la subsistance alimentaire du Québec dépend de ces petites terres agricoles-là. Là. Êtes-vous sérieux? Là? On peut probablement mettre genre 3-4 000 unités là-dessus facilement. Là. Mais Pierre, comme tu l'avais dit la dernière fois, qui a intérêt à ce que ce système-là change? Parce que même tu parlais de... La dernière fois, on avait insisté sur le fait qu'à Toronto, bon, les gens, par exemple, ou dans des municipalités, quand un coup, tu es propriétaire de la maison, quel avantage que tu as à ce que ta propriété perde de la valeur? Donc, les gens qui sont là, qui sont pas... En fait, celui qui se fait avoir là-dedans, puis ça explique le succès de Poilievre avec les jeunes en ce moment, c'est que ceux qui se font avoir, c'est les premiers acheteurs. Et même pour les municipalités qui sont à l'extérieur du mur, de la Greenbelt, comme par exemple Outé à Guelph ou d'autres places, eux, d'une certaine manière, ça fait leur affaire aussi que Toronto continue dans ces niaiseries-là parce que les gens sautent l'autre bord du mur pour venir chez eux. Ouais. Alors que si tu enlevais, c'est très probable, en tout cas selon moi, que si il enlevait qui commençait à faire de l'élagage dans Greenbelt, entre guillemets. Ce que Ford voulait faire, là, c'est ça. Ford voulait faire, ben, toutes les petites villes, petites et moyennes et grandes villes autour,
ben, il y a moins de gens qui iraient vivre là parce que maintenant, ils pourraient se rapprocher du centre de Toronto. Oui, parce que c'est ça. Moi, je veux dire, la ceinture verte chaque matin, c'est genre 10 ou 15 minutes où t'as rien. Là. Je veux dire, c'est des arbres des deux bords. Puis je suis dans le cœur industriel du Canada. Là, je vis entre l'ouest de Toronto puis Kitchener-Waterloo. Je sais pas, encore une fois, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Blackberry dans le temps, puis Kitchener-Waterloo, ça a été fondé. Sun Life. C'est ça. Ouais, ben Sun Life, c'est London. C'est un peu plus loin à l'est. Mais Kitchener-Waterloo, ça s'appelait Berlin jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça a été fondé par des Allemands. Puis historiquement, c'est une tradition. Waterloo, c'est Manulife qui est là. Moi, je connais les places de OK, bon, d'accord. OK, bon. Je ne m'obstinerai pas avec toi. Là. Non, t'as peut-être raison. Je veux dire, ben, la London Life est à London. Là. Bon, t'as raison là-dessus. Je vais pas dire. Oui, compagnie d'assurance, c'est pas ma force. Là, je m'excuse. Mais en tout cas, tout ça pour dire. Mon seul contact avec les Ontariens, quasiment. OK. Mais tu vois, Waterloo, historiquement, tu as une base manufacturière. Puis comme je vous le disais la dernière fois ici, nous, à Guelph, ce qui a beaucoup aidé la ville, c'était un réfugié de la révolte en Hongrie en 1956. Un gars qui est arrivé avec une paire de bottines puis pas grand-chose d'autre, puis qui a créé quelque chose qui s'appelle l'Enamar, où tu as 8000 employés dans la ville. Où, bon, c'est pas juste le secteur automobile, mais ils font toutes sortes de choses. Puis, comme quoi c'est bon d'avoir des immigrants des fois. Je sais pas si on va en parler de l'immigration encore une fois, là, mais tout ça pour dire que non, tu vois, je suis dans le cœur industriel de l'Ontario. Enfin, je suis à Guelph, entre Waterloo, Guelph, Toronto. Tu as encore une base manufacturière ici. Mais chaque matin, 10 ou 15 minutes, j'ai juste des arbres des deux côtés. Là, c'est pas... c'est ridicule. Ben, on peut en parler parce que moi, ce que je trouve un peu... parce que là, on est sur les constats, puis on en a parlé quand même beaucoup avec toi ben, là, puis les autres fois où tu es venu. Mais moi, ça me fascine à quel point tout le monde constate qu'il y a un problème. Ça, c'est vrai. Maintenant, dans les explications du pourquoi, c'est là où on dirait que c'est comme s'il n'y a personne qui s'entend. Là. Dans le sens que, bon, il y a toutes sortes de patentes qui nous sont promues dans les médias. Oui, comme Yann le disait, si je peux me permettre, tu vois. Oui, vas-y. C'est une des choses que j'essaie de... Enfin, j'ai une certaine réputation d'être provocateur avec mes étudiants, je ne sais pas pourquoi, là, mais tu sais, au début montre-les ton gilet. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui voient ça en arrière, c'est la revue Spike en Grande-Bretagne, qui est très, très politiquement incorrecte. J'écris pour eux de temps en temps, puis bon, trop. J'essaie de... C'est le genre de gilet que je porte toujours pour mon dernier examen en classe. C'est la dernière image que je veux qu'ils gardent. Pour les gens à l'audio, c'était écrit Ban Nothing et le dernier bout. Question everything. Yes. Question everything. Mais bon, tu vois, j'ai perdu mon fil de pensée. Mais ce que j'allais ok, je m'en souviens, je m'excuse. Donc, ce que je leur dis au début, c'est ça, c'est parce que ce semestre, entre autres, il y avait la question de la greenflation, les épiciers, puis ce que je dis toujours à mes étudiants, ouais, blâmer l'avarice pour une hausse des prix, c'est comme blâmer la loi de la gravité pour les écrasements d'avions. Tu avais de l'avarice avant, tu as de l'avarice après, ton avion, il vole ou il s'écrase, mais c'est pas à cause de la loi de la gravité, tu as autre chose. Fait que, si vous retenez quelque chose de moins liquide, là, on va regarder d'autres facteurs qui expliquent les choses. Les gens ne sont pas plus avaricieux maintenant qu'ils l'étaient il y a 3-4 ans. C'est quoi la réception quand tu leur dis des choses comme ça? Encore une fois, c'est la question des étudiants COVID. Comme je vous en ai parlé dans un autre épisode. Tu vois, j'ai fini d'entrer mes notes aujourd'hui, puis j'en parlais avec une de mes collègues. J'ai été obligé de mettre une explication dans mes cours parce que mes notes ont vraiment été très basses ce semestre. Puis moi, contrairement à mes collègues, je ne veux pas booster les notes. Là. Je m'excuse encore une fois pour être certain des auditeurs, je suis vieux. Non, s'ils ne méritent pas leur note, ils ne la méritent pas. Mais ce qu'elle me disait, écoute, je parlais aux autres collègues il y a 2-3 jours, la différence qu'on voit maintenant après COVID, c'est que dans le passé, au moins, quand les étudiants écrivaient leurs examens, ils essayaient de mettre quelque chose. Ils ne connaissent pas la réponse, mais ils disent au moins, je vais écrire quelque chose, je vais peut-être avoir quelques points. Maintenant, ça a l'air que c'est généralisé. Les kids ne répondent même plus aux questions. Je veux dire, s'ils ne savent pas, mettons, la question 3, dans le passé, ils ne savaient pas vraiment de quoi. Ça ne savait pas vraiment de quoi y en retourner, mais au moins, il écrivait quelque chose, puis bon, tu étais un prof, là, genre, s'il finit à 49%, tu veux le passer quand même, là, c'est moins de trop pour nous, là, pour être franc. Mais, au moins, s'ils écrivent quelque chose, tu peux leur donner des points. Maintenant, ils n'écrivent rien. Ils n'essayent même pas. Fait que, comment ils réagissent, mes étudiants? Ils ne réagissent pas vraiment, puis...
C'est comme, écoute, moi, tout ce que ma philosophie de l'enseignement, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est je veux planter une petite semence dans leur cerveau, puis j'espère que ça va germer au fil du temps. Là, fait que, puis j'essaie de les faire parler, mais ils ont été tellement entraînés à pas dire quelque chose de controversé que la plupart n'osent pas vraiment intervenir dans le contexte d'un cours. J'en trouve toujours 2 ou 3, puis en même temps, en tant que prof, tu ne veux pas toujours laisser les 2 ou 3 étudiants parler, puis même les étudiants parler. Dans le passé, j'ai réussi à en trouver d'autres, mais maintenant, ils sont sur leur ordinateur, je ne sais pas. Je présume que les kids sont plus sur Facebook maintenant, je ne sais pas sur quoi ils sont, puis je ne sais pas s'ils écoutent ou pas, mais non, j'essaie juste de leur expliquer que l'économie a ses lois, c'est comme autre chose. C'est comme si tu veux avoir un bateau à voile, puis tu veux aller direct dans le vent, puis tu n'as pas la voile qu'il te faut, puis tu ne peux pas attaquer. Ben, à un moment donné, tu ne peux pas avancer. Bon, les lois de l'économie, c'est comme ça. Je veux dire, ou c'est comme la loi de la gravité. Tu veux ignorer la loi de la gravité, quand tu vas construire un pont, quelque chose, tu vas avoir un problème. J'essaie juste de leur expliquer qu'il y a des lois de l'économie. Ton point est très bon, là, c'est que tu ne peux pas expliquer des phénomènes circonstanciels avec des trucs avec d'autres phénomènes qui sont relatifs à la nature humaine qui est comme ça depuis toujours. Voilà. Tu ne peux pas commencer à dire voici pourquoi il y a de l'inflation et je l'explique par une caractéristique humaine qui existe depuis avant même que l'argent tel qu'on la connaisse existe. Là. Exactement. C'est littéralement impossible. Fait que tout ça, tout ce podcast-là, Pierre, commençait avec la question: comment tu as trouvé le vidéo de Pierre Poilievre? Oui, ben je vais y venir justement, d'accord avec ça. Juste rappeler aux auditeurs, cette vidéo-là est découpée de cette façon suivante-là. Un certain diagnostic qui est fait, évidemment, partisan, parce que c'est un politicien, on ne demandera pas d'être prof d'université. Et éventuellement, on propose aussi quelques solutions. Fait qu'on se concentre sur le podcast aujourd'hui sur le diagnostic, justement. Qu'est-ce qui est bon dans le diagnostic de Poilievre et qu'est-ce qui est moins bon dans son diagnostic de son côté? Bon, le diagnostic dans l'ensemble est très bon. Évidemment, encore une fois, en étant de Toronto, la crise du logement ici, ça fait des années qu'on la vit. Là. Pour nous, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle, mais sauf que ce qui est nouveau maintenant, c'est que ça touche presque toutes les régions du Canada, sauf encore une fois l'Alberta. Puis, comme je vous le disais la dernière fois, si on définit une ville, disons 800 000 et plus, là, pour être généreux, en dehors de Calgary puis Edmonton, il reste Winnipeg puis Québec. Ou encore une fois, est-ce que l'image que tu montrais plus tôt, Frank, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un median multiple. Donc, en gros, tu prends le prix médian d'une maison dans une agglomération urbaine, tu divises ça par le revenu médian avant taxe. Et l'idée, historiquement, c'est que si tu es à 3, ta ville est abordable. Maintenant, historiquement, Montréal, Québec étaient autour de 3. Ottawa est un petit peu en haut de ça. Puis un des problèmes, voilà, exactement. Et ce que je dirais, la première chose, donc l'ensemble du diagnostic de Poilievre, juste au niveau des données, dans l'ensemble, il est correct. Je sais qu'il s'est fait critiquer pour dire que le prix des loyers a doublé depuis 2015, et puis il disait, il ne donnaient pas leurs sources, et puis c'est peut-être pas si pire que ça, mais le fait est que le prix des loyers maintenant est inabordable pour les jeunes dans presque toutes les villes canadiennes. Il ne l'a pas inventé. Il ne l'a pas inventé. Les critiques que j'ai vues, moi, j'ai trouvé un peu superficielles, dans le sens, pas superficielles, mais un peu titilleuse, dans le sens que tu fais un documentaire général sur l'état des lieux, puis ta critique, c'est ici, c'était pas 15%, en fait, c'est 17%. Genre, OK, il y a peut-être une coquille ici et là, mais je veux dire, dans l'ensemble, le propos global, ça ne change rien au propos global. Là. Non, puis en même temps, les statistiques de la CHL, il faut prendre ça. Là, c'est pour le prix du loyer. Tu penses ça avec un grain de sel. Là. Pour moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Puis je disais la même chose quand j'écrivais pour l'Institut économique de Montréal il y a 20-25 ans. Ça donne une idée de l'ordre de grandeur. Mais tu sais, t'obstiner avec 2 ou 3%, là, c'est pas... L'idée, Montréal, c'était historiquement beaucoup moins cher que Toronto. Oui, bon, c'était-tu genre 50, 60, 70%. Peu importe, l'écart est important. Puis les statistiques te donnaient ça. Donc, ce que je dirais dans l'ensemble, oui, pour les statistiques, pour le diagnostic de la situation, le vidéo est assez bon. Je n'ai pas grand-chose à dire. Puis encore une fois, comme tu disais, 15, c'est-tu 15, c'est-tu 17 ou même c'est-tu 21? Bon, peu importe, là, dans 6 mois, ça va avoir changé de toute façon. Puis si on ramassait leurs données il y a genre 8 mois, puis le vidéo vient de sortir, puis comme à Toronto aussi, on a eu des ajustements quand même dans l'immobilier. Bon, peu importe. L'idée, c'est que, comme tu disais, les jeunes font des vidéos sur TikTok, ils pleurent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils disent « Je peux-tu rester ici? » Bon, pour moi, tant qu'à ça, c'est important. Puis là-dessus, il a mis son doigt sur le bobo. Le problème avec son diagnostic, c'est qu'évidemment, il ramène tout à Trudeau. Oui. Puis...
Et l'autre chose qui est problématique aussi, tant qu'à moi, c'est qu'ils utilisent des données nationales. Et si tu peux revenir à l'image, Ça tu amène l'avais une, montré? ça amène une confusion, ça, parce que quand on entend des choses comme le prix moyen d'une maison au Exactement. Canada est de 795 000, ben c'est sûr que pour le Québécois ou la personne à Edmonton ou peu importe, ils sont là, ben là, attends un peu, une maison à 795 000, c'est quelqu'un de riche. C'est ça. Tu sais, Ouais. Frank, pourrais-tu ramener la carte du Canada? Pas celle-là, mais l'autre où tu avais. Oui, Oui, exactement. ici, oui. Bon, c'est ça. Bon, c'est 2022, puis encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais pour les gens qui ne voient pas le vidéo, bon, tu vois, à Vancouver, le prix moyen est à presque 1,2 million, Toronto, un peu plus d'1 million, Edmonton, 398, Winnipeg, 369, Montréal, 514. Donc, moi, je comprends pourquoi il fait ça. Je veux dire, c'est un politicien fédéral. Bon, il sait que la majorité des électeurs sont dans les grandes villes, puis les grandes villes, ben, le prix a augmenté. Bon, mais tu ne peux pas, tant qu'à moi, utiliser. Le marché du logement, c'est une collection de petits marchés relativement indépendants les uns des autres. Là. Fait que moi, historiquement, j'ai toujours eu des problèmes à dire le prix moyen au Canada. Puis en même temps, il nous dit, bon, on a de l'espace pour construire. Bon, c'est un peu ridicule, là, je sais pas. Pas pour vous insulter, les gars, mais ben, quoi que maintenant, ça a l'air que Kakuna puis le lac, c'est populaire, là, ce que je savais pas, là, mais bon, à un moment donné, je sais qu'il y a quelques années, il n'y avait pas tant de demandes pour vivre là que ça. Fait que même si tu as des terrains à Kakuna ou au lac, comme je vous dis, c'est peut-être différent maintenant, là, mais bon. c'est Disons qu'il y a Cabano. Ben, c'est ça. Il n'y a peut-être pas tant de gens qui veulent vivre à Chibougamau ou à Flin Flon ou bon, peu importe. Mais Donc, l'argument de la densité sur le pays au complet, tout le monde comprend que c'est un peu louche d'utiliser ça. je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il me semble qu'il aurait pu dire autre chose sans vraiment le dire. Mais je pense Ben, je pense que que. c'était un peu pour montrer que, comparément, par exemple, à certains endroits ailleurs où le prix peut se comparer, mais qu'il y a une densité de population qui est beaucoup plus élevée. Ça, je pense que c'est un peu une image mentale de... Mais c'est parce qu'il y a le 3/4 du pays qu'il n'y a personne qui vit là. Exactement. Fait que, tant qu'à moi, bon, ça valait-tu la peine. Donc, moi, où j'ai un problème, c'est ça. C'est le prix moyen national. Encore une fois, je comprends pourquoi il fait ça. Puis c'est vrai que si tu considères que la majorité des gens vivent dans le sud de l'Ontario, puis en Colombie-Britannique, puis si tu considères que les gens commencent à se plaindre à Montréal, ben à ce moment-là, OK, bon, tu comprends que le message passe. Ouais, Puis tu c'est te ça. dis, ben, les gens dans les petites villes comprennent que, ben, c'est pas nous, là, c'est d'autres. Bon, OK, à la limite. Mais personnellement, encore une fois, il y a quoi, 15 minutes son vidéo, là, je vois pas. Non, moi, mon problème, c'est qu'évidemment, il fait de la politique, il blâme ça sur Justin Trudeau. Sauf que, comme on discutait la dernière fois, en Ontario, vraiment, les trucs ont commencé vraiment, les trucs ont vraiment commencé à mal aller avec la ceinture verte, et puis ça remonte à 2005. Vancouver. Ton point est bon un peu, c'est, mettons qu'on arrive et on dit, je veux identifier un politicien, pas une personne, mais un type de politicien qui crée beaucoup de dommages présentement. Est-ce que c'est le premier ministre fédéral, le premier ministre provincial ou le maire ou mairesse d'une municipalité ou d'une ville? Exactement. Puis, mon cœur balance vers la municipalité de mon côté. Ben, c'est ça, puis j'allais... Excuse-moi de te couper, mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais je pense que l'ironie, pas l'ironie, mais l'accent qui était mis sur Trudeau là-dessus, c'est un peu parce que Justin Trudeau lui-même s'est fait élire et a fait une campagne électorale complète en disant qu'il allait faire baisser le prix des maisons, qu'il allait... Vous comprenez que Sunny Ways. Je pense qu'il y a comme une douce vengeance dans ce truc-là, dans le sens que lui, il s'est fait élire en promettant X, finalement, pendant son règne, ça a doublé. Donc, c'est un peu pour montrer l'incompétence ou une qu'est-ce que je dis? Je suis un universitaire, puis je fais une médecine, peut-être qu'il lui sera faite à lui-même un jour s'il est premier ministre. Là, assurément, un jour, ça lui sera renoté. Là. Mais j'essaie de me mettre dans leur esprit. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Là. OK, d'accord. Bon, écoute, de toute façon, moi, je ne suis pas ici pour parler de poids libre. Je suis ici pour vous dire mon diagnostic sur la chose. Donc, en tout cas, puis en même temps, le problème que j'ai avec ça, puis je comprends que les personnes vont soulever le sujet, OK, si Justin est blâmé pour la moyenne nationale, est-ce qu'on doit féliciter Justin pour ce qui se passe à Edmonton? C'est bon. Ben, exactement. Ton point est excellent. Puis la différence principale entre Edmonton et Montréal, est-ce que c'est le gouvernement provincial ou c'est les maires, mairesses de ces endroits-là? Puis c'est mon autre problème parce que la question du logement, c'est une question provinciale. Je veux dire, je trouve que le fédéral se mêle déjà de trop de choses. C'est mon côté décentraliste, là. Je comprends, puis je pense que Yann t'en a parlé dans le passé. Le problème avec le fédéral, c'est qu'ils ont trop d'argent, fait qu'ils veulent investir dans les infrastructures. Dans le passé,
ils construisaient des HLM, puis on va peut-être revenir sur la question des HLM plus tard. Fait que là, évidemment, les politiciens sont obligés de dire quelque chose, puis Poilievre, comme beaucoup de politiciens ailleurs dans le monde, c'est pas une idée qui lui est propre, veut se servir du pouvoir de dépenser fédéral pour forcer les villes à densifier. Oui. Je comprends pourquoi il fait ça, puis en termes de politique concrète, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais moi que les fédéraux se mêlent du logement, tant qu'à moi, non. Ils font déjà assez de dommages sur autre chose. Là. La question du logement, tant qu'à moi, c'est une question qui est provinciale et municipale. Les politiciens fédéraux ne devraient pas vraiment s'en mêler. Je comprends qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais... Je pense qu'il comprend un peu cette logique-là, dans le sens qu'une de ses phrases clés, c'est contrôler l'inflation, les affaires de banque centrale, mais également remove the gatekeepers. Ouais. Mais mon guess, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir sur les gatekeepers. Non, exactement. Tout ce qu'il peut faire, c'est comme il dit dans la vidéo, la carotte puis le bâton. Le fédéral a trop d'argent, fait que si vous ne construisez pas assez, on ne vous donnera pas de subvention. Si vous construisez plus, on va vous donner un boni. Bon, OK. Mais tant qu'à moi, c'est les gouvernements provinciaux puis municipaux qui sont à blâmer pour la crise. Puis, encore une fois, qui s'intéresse à la question puis qui amène le débat, c'est une bonne chose, mais la solution ne viendra pas du fédéral. T'sais, il dit dans son vidéo, à un moment donné, de ses solutions, on va mettre des terres fédérales en vente. Je ne sais pas, est-ce que la base de Longue Pointe existe encore à Montréal? Mettons qu'il veut vendre un peu de terrain à Montréal pour construire une coupe de condos. Je veux dire, mettons, le fédéral a encore des terrains à Toronto. OK, tu veux vendre quelques lapins de terre fédéraux. Mais le problème, c'est la ceinture verte. Tu as beau ajouter tu peux peut-être convertir certains immeubles fédéraux en condos ou les démolir, construire des condos. Mais ça ne réglera rien. Je veux dire, c'est des pinottes. Le vrai problème ici, c'est la ceinture verte. Mais je pense que c'est parce qu'il y a tellement eu de clientélisme politique dans ce genre de choses-là. Je ne sais pas si c'est peut-être un dossier qui est loin de toi un peu, là, mais à Québec, notamment, il y avait des terres. Juste les gens qui sont déjà allés à Québec l'ont peut-être déjà vu, juste derrière la série de 3 centres d'achat qu'il y a sur le boulevard Laurier, donc en plein milieu de Québec. Oui. Derrière ça, il y a des anciens terrains où il y avait des baraquements de l'armée là-dessus. Oui. Et c'est un quartier complet où il pourrait se construire des tours à appartements, des maisons unifamiliales, peu importe. Là. Et là, le fédéral voulait se départir de ces terrains-là parce qu'ils sont inutilisés, ils sont en plein milieu de la ville. Et là, il y a eu tout un espèce de concours de est-ce qu'on donne ça aux Premières Nations ou là, les Hurons qui voulaient avoir ça pour faire peut-être un casino là-dessus. Il y a eu toute une histoire à la Ville de Québec. Là. Donc là, céder des terres, OK, mais là, tout le monde veut comme grappiller pour faire un peu de virtue signaling là-dessus. Ouais, on pourrait donner ça à des communautés. Fait que je sais même pas ce qu'ils peuvent faire avec ça. Ouais, mais c'est pas grand-chose. C'est un peu comme Pierre a dit, c'est des pinottes ce que ça représenterait. Moi, ce qui me surprend, c'est que dans le fond, les politiciens qui ont le moins de pouvoir par rapport à ça, c'est définitivement les fédéraux. Et ça vient du fédéral, le premier politicien qui attaque cet enjeu-là de front. Et c'est le premier aussi à en récolter les bénéfices. C'est un peu comme on dit, là, les jeunes veulent voter conservateur, ce qui est quand même assez rare. Vois-tu un politicien provincial embarquer dans le jeu éventuellement de sauter dans cette arène-là parce qu'elle semble payante pour l'instant? Là. Tu vois, je pensais que Doug Ford le ferait parce qu'il comprend. Je veux dire, il vient d'une famille de gens d'affaires, mais je devrais-tu dire ça? Tu vois, une des premières choses qu'on m'a expliqué quand je suis arrivé à Toronto, Rob était le maire à un moment donné, puis Doug était député provincial. Puis ce qu'un de mes collègues m'a dit, ce qu'il faut que tu comprennes des frères Ford, c'est que dans le cours d'école, Rob, c'était le pusher, puis Doug, c'était l'enforcer. Rob, l'ancien maire de Toronto, c'est le gars qui a toujours eu le charisme, qui peut connecter au monde, qui fait les choses. Puis Doug, c'est juste les gros bras là, qui arrivent, puis tu me dois tant de choses. Puis le problème, c'est que Rob, son frère qui est décédé, se sacrait complètement des médias puis de l'élite de Toronto. Lui, il n'y a rien qui l'affectait. Doug, ce qu'on me dit pendant la COVID, tout a été géré par sondage, puis il veut être bien vu d'une certaine élite, puis à un moment donné, bon, quand il a fait la chose qu'il devait faire, commencer à dézoner la ceinture verte, évidemment, bon, il y a eu... Ce qu'on me disait, c'est que les terres avaient été achetées avant que ça devienne la ceinture verte, ça avait déjà été acheté par les promoteurs, puis quand il a dézoné ça, bien évidemment, c'est les promoteurs qui avaient les terres déjà, sauf que ces promoteurs-là étaient près de Doug. Donc, c'est de là que les accusations de corruption sont venues. En tout cas, c'est une des versions qu'on m'a racontées, des gens dans l'industrie, c'est pas quelque chose que j'ai entendu à Radio-Can, évidemment. Là. Mais tout de suite, la ceinture verte, c'est devenu une espèce d'image ou
d'acquis de gens qui ont déjà leur maison à Toronto, puis tu as eu le backlash immédiatement. Tu vois, je vais casser du sucre sur le dos de certains de mes collègues, là, je ne les mentionnerai pas, mais tu en vois certains à la télé des fois qui nous sortent des histoires ridicules sur la ceinture verte. C'est important pour notre santé, l'environnement. Puis là, leur dernier truc, c'est de dire c'est important pour notre santé mentale. Puis ça, c'est des gens qui sont dans quarantaine, dans cinquantaine, qui ont acheté leur maison avant 2015, avant... Il faudrait surtout pas que le prix de ma maison arrête de monter, comme ça serait ben, il y a ça, puis tu sais, mais pour eux, c'est important pour leur santé mentale de savoir qu'il y a une ceinture verte. Mais les gens de 35 ans qui sont pris dans les sous-sols de leurs parents puis qui n'ont même pas les moyens de se louer un appartement, eux, leur santé mentale, apparemment, tu sais, c'est pas... ça a l'air que ça les affecte pas trop. Mais tu vois, j'ai un de mes collègues... qu'est-ce que je peux dire pour... Je ne l'aimerais pas, mais tu vois, il vient pas d'un milieu très riche. Tu sais, sa mère était prof au primaire à Brantford. Puis je dis juste ça parce qu'elle a eu Wayne Gretzky quand il était genre en 4e année au primaire. Là, tu sais. C'est pas un gars qui vient d'un milieu. Mais lui, ce qu'il me disait, mais Pierre, il faut que tu comprennes, la ceinture verte, c'était tellement important pour moi, les parcs, là, quand j'étais jeune. Puis je peux pas. Je dis, ben oui, mais attends, ils sont plutôt au moins dézonés les champs de maïs, là, si tu veux pas qu'on touche à l'escarpment. Puis ouais, mais c'est important pour moi. Puis, Patin, c'est il y a un an de moins que moi, là, mais lui, il a sa maison à 10 minutes à pied d'une station de métro à Toronto. Sa femme est médecin. Lui, ça fait des années, là, il est correct, il n'y a pas de problème. Mais... Puis, c'est pas un mauvais gars, puis il vient pas d'un milieu. Mais sauf que tu baignes dans ce milieu-là, tu as ta maison, puis tout. Mais pour lui, c'est important pour sa santé mentale, encore une fois. Ouais, mais fait que tu t'attaques à ça quand tu es Rob Ford. Tout de suite, tu as Radcan, et puis tu as le Toronto Star qui bâche, puis là, Doug, immédiatement, je m'excuse, les amis, je le ferai plus, j'ai été méchant. Ben, c'est parce qu'il faut être conscient de ce qu'on dit puis ce qu'on fait. Quand on prône une déréglementation, quand on prône un dézonage, intrinsèquement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le prix de nos maisons pourrait baisser facilement de 25-30% demain matin. Oui. Il n'y a plus personne qui est pour ces affaires-là la journée qu'on dit ça quand tu es propriétaire. C'est sûr que oui, puis non, parce que Yann, toi, tes enfants sont encore jeunes. Mais ce que j'entends, puis j'écoutais une couple de débats ici, sur YouTube. Puis, by the way, moi, je suis pour, vous comprenez. Oui, non. Et puis moi aussi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Là, les politiques que je vous dis, on peut m'accuser d'être capitaliste, sauf qu'écoutez, les flots, là, ça va m'affecter négativement. Sauf que ce que je commence à remarquer maintenant, c'est que les gens qui ont des enfants qui ont peut-être 18, 20, 21 ans, ils financent la maison de leur fils. Financent la maison de leur fils où ils se rendent compte que leur fils ne restera pas à Toronto parce que pourquoi tu resterais ici? Encore une fois, si tu as l'Alberta, tu as les États, tu as une couple d'autres juridictions. Ah, puis il finit par jamais partir de ta maison aussi. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, là. Fait que j'entendais des gens comme ça qui, je crois, seraient affectés négativement, mais qui se rendent compte que ça ne peut pas durer pour les jeunes. Puis à un moment donné, tu sais, si le prix de ta maison a doublé au cours des 10-15 dernières années, que ça perde 20 ou 25 quand ça a doublé, tu sais, c'est peut-être... Je comprends que c'est ta retraite, je comprends que c'est important, mais en même temps, si tu te rends compte que tes flots ne resteront pas parce qu'il y a un problème avec le marché du logement, je suis peut-être naïf là-dessus, mais au moins, j'entends un petit peu de gens dire « Ouais, OK, peut-être que notre prix pourrait baisser un peu pour que mes enfants, au moins, puissent rester dans la région. » Le dernier diagnostic qu'on entend beaucoup, Pierre, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, est-ce que c'est la faute aux immigrants? Bon. Là, il y a deux gangs qui sont là-dessus. Et deux gangs qui, normalement, ne sont pas vraiment des amis. Donc, il y a... au Québec, les nationalistes québécois sont beaucoup là-dessus. Là. Jean-François Lisée parle de ça presque à tous les jours. Paul Saint-Pierre Plamondon aussi. Et sur la scène fédérale, tu as le Parti populaire et Maxime Bernier. Là, ça doit faire 44 emails que je reçois qui me disent que c'est à cause de ça. Ça a l'air que quand tu te rends compte que les libertariens ne t'appuient plus, tu vas chercher... tu vas te chercher d'autres appuis, on dirait, ou quelque chose. Ouais. Puis en même temps, puis Poilievre n'en a pas parlé dans son vidéo, au moins. Tu peux dire que c'est une bonne chose ou pas, mais tu vois, il n'y a pas... le problème, et puis, tu vois, dans les images que je t'ai envoyées, je te donne un portrait des histoires de crise du logement à Toronto. Tu n'as pas besoin de les sortir, là, mais en gros, tu en as 3 historiquement qui sont peut-être un peu comparables à ce qu'on vit à l'heure actuelle. La première, c'est en 1914, quand ils ont changé le zonage dans la ville, puis qu'ils ont décidé que ce serait juste des maisons détachées ou semi-détachées.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mes collègues qui aimeraient dire que c'est à cause du racisme anti-noir, sauf que j'ai l'impression que c'est plus du racisme anti-irlandais à l'époque. On peut chercher une raison pour le zonage qui va un peu au-delà de ça. Ensuite, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale où le gouvernement contrôle les loyers, rationne des produits, puis tout. Puis, évidemment, les industries de guerre sont dans les villes parce que c'est là que c'est normal de les faire. Puis, mais celle que les gens oublient un peu, c'est celle des années 60. Je t'ai envoyé une couple d'images sur la crise du logement en particulier, 66-67. Donc, ce qui arrive à l'époque, c'est que les Anglais commencent à arriver de Montréal un peu, mais tu as beaucoup d'immigration qui vient de l'extérieur du pays, puis en même temps, d'autres villages au Canada, en Ontario, Terre-Neuve, etc. Et ce qui arrive, comment est-ce qu'on résout ces crises-là? Bon, la plus pertinente, tant qu'à moi, c'est celle des années 60. Et ce que tu te rends compte, c'est que les gens ont commencé à construire beaucoup. Je faisais trouver c'est à quelle place à peu près dans le document pour le mettre. Si tu fais à Toronto, case study, fais juste entrer Toronto, tu vas voir. Ouais, je m'excuse. J'ai envoyé, pour les auditeurs, j'ai envoyé beaucoup trop d'images à Frank. C'est mon côté. C'est correct, c'est correct. Il y en a juste 108, c'est pas super. C'est ça, exactement. Mais la morale de cette histoire, c'est ça. C'est que pourquoi est-ce que, entre autres, tu vois, je vais le ramener à Poiliev, là, je vais essayer de répondre à tes questions pour une fois. Donc, c'est ça qui met fin à la première partie du podcast avec Pierre Desrochers. Si la discussion vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et la crise du logement, c'est un problème qu'il y a partout. La crise de l'habitation, de l'accès à la propriété, c'était probablement l'un des 3 ou 4 sujets les plus importants de 2023. Ça le sera certainement pour les prochaines années. Donc, manquez pas la suite de cette conversation-là demain sur Yann et Frank.